Bonjour! Si je vous dis Prague, Bratislava, Václav Havel, Milan Kundera ou encore Martina Navratilova, vous pensez certainement à la Tchécoslovaquie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir pourquoi cet État créé en 1918 suite au démembrement de l'Empire austro-hongrois a disparu de façon si discrète que rapide il y a près de 30 ans. Pour comprendre la dissolution de la Tchécoslovaquie, il faut revenir en 1989. Cette année-là, le régime communiste tchécoslovaque s'effondre lors de la fameuse révolution de velours. L'État tchécoslovaque dépoussière alors son appellation officielle et ses institutions en devenant la République fédérale tchèque et slovaque. À ce stade, pas de séparation en vue. On a juste un État fédéral composé de deux entités fédérées, la République fédérée tchèque, qui, comme vous l'aurez deviné, est principalement peuplée de Tchèques, et la République fédérée slovaque, majoritairement peuplée de Slovaques, avec des minorités roms et hongroises non négligeables. Ste priateľská alebo nepriateľská civilizácia? Ještě jedna takováhle otázka a budem nepřátelská. Les Tchèques et les Slovaques ont des langues très proches. C'est d'ailleurs le moteur de leur union au sortir de la Première Guerre mondiale. Mais au-delà de cette similitude, il faut savoir que leurs régions ont connu un développement séparé sur près de 1000 ans. La partie tchèque, à l'ouest du pays, a longtemps constitué une entité autonome, le royaume de Bohême, et dépendait de la couronne autrichienne durant la période austro-hongroise, donc avant 1918. C'est une région qui a connu un essor industriel fulgurant au XIXe siècle, elle est plus peuplée que la partie slovaque voisine, mais surtout, c'est le lieu où se trouve Prague, Matička Praha, la petite mère, la petite maman si vous préférez, ville emblème dont le poids est phénoménal à l'échelle du pays. D'ailleurs, aujourd'hui, nombreux sont les touristes qui visitent cette ville sans même se demander dans quel pays il se trouve. La partie slovaque du pays, que vous connaissez peut-être un peu moins, était nommée Haute-Hongrie durant la période austro-hongroise et dépendait de la couronne de Hongrie. C'est une région plus petite et moins peuplée que sa voisine, mais surtout, c'est une région qui n'a quasiment jamais connu de période d'autonomie ou d'émancipation. Au début du XIXe siècle, les Allemands s'émancipent de la langue française, et les Français leur demandent alors « Mais pourquoi votre langue? Avec le français, vous avez accès à une culture immense. » Et les Allemands répondent « Non, on veut la nôtre. » Et après, c'est au tour des Tchèques. Et les Allemands leur disent la même chose. L'allemand vous ouvre les portes d'une culture mondiale et immense. Et les Tchèques répondent « Non, on veut la nôtre. » Et après, c'est encore pareil avec les Slovaques. C'est toujours la même chose en fait. Le plus petit veut s'émanciper, et le plus grand lui dit « C'est un éparpillement idiot de vos forces. » D'ailleurs, des sondages réalisés à cette époque, c'est-à-dire peu de temps avant le divorce, montrent que les Slovaques se sentaient très concernés par la question de l'autonomie, sans nécessairement vouloir l'indépendance, alors que ce thème laissait les Tchèques plutôt indifférents. La personnalité des dirigeants des entités fédérées tchèques et slovaques reflète également ces différences. Côté tchèque, Václav Klaus est un économiste qui est surtout préoccupé par le développement économique de sa région et pour qui l'éventuelle indépendance de la Slovaquie représenterait un poids financier en moins à porter. Côté slovaque, Vladimír Mečiar, lui, est hanté par la question de l'autonomie. Au niveau fédéral, enfin, le célèbre président Václav Havel est opposé au divorce. Il tente quelques initiatives pour sauver l'Union, comme l'établissement d'un bureau présidentiel volant entre Prague et Bratislava, les deux capitales, mais il sent très vite qu'il n'a pas la main sur le processus de séparation et démissionne en juillet 92 pour ne pas être le président qui entérine la dissolution du pays. Alors ce dernier élément nous montre deux choses. D'abord que la constitution tchécoslovaque de l'époque permettait un divorce assez facile, puisqu'elle n'accordait pas beaucoup de pouvoir au président fédéral et qu'elle ne prévoyait pas de référendum pour une décision aussi fondamentale. Personne n'a demandé au peuple ce qu'il souhaitait. Il y en a deux qui se sont rencontrés là-bas, sous un platane, à Brno, et ils ont décidé que l'État devait être dissous. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire ? Ensuite, mais c'est là une remarque un peu plus personnelle, le retrait de Václav Havel montre toute sa maturité politique, puisqu'il aurait pu en fait gigoter ou faire du bruit, ce qui n'aurait pas forcément empêché la dissolution, mais l'aurait rendue plus dramatique, voire même violente. Alors avançons, parce qu'à ce stade vous vous demandez comment le divorce est advenu concrètement. Eh bien c'est très simple et très rapide, alors accrochez-vous. Le 8 août 1992, Václav Klaus rencontre Vladimír Mečiar à Brno, ville située à mi-distance de Prague et de Bratislava. Les deux chefs décident la dissolution de la Tchécoslovaquie. Cette décision est formalisée au mois de novembre par 2 votes au Parlement fédéral. Et le 1er janvier 1993, la Tchécoslovaquie n'existe plus.
hnízdo vysílané zprávy. Il y a depuis 2 États indépendants, la République tchèque qui compte un peu plus de 10 millions d'habitants et dont la capitale est Prague, et la Slovaquie qui compte moitié moins d'habitants et dont la capitale est Bratislava. Aujourd'hui, en 2021, alors que j'enregistre cette vidéo, on paye en couronne tchèque côté tchèque et en euros côté slovaque. Malgré leur séparation, ces 2 États ont des liens privilégiés. On est très loin des relations conflictuelles qu'entretiennent certains États issus de la dissolution de l'URSS ou de la Yougoslavie. Et maintenant, une petite réflexion finale. L'étude de ce divorce, dit de velours, permet de s'interroger sur les rapports qui existent entre société et État. Il est intéressant de constater que sur un même continent, chaque société a une idée différente de l'État qui la chapeaute. Ainsi, le soulagement de certains dirigeants tchèques à l'idée de se séparer de la partie la plus pauvre de leur pays est inimaginable en France, où la perte de la plus petite collectivité locale serait perçue de façon unanime comme une amputation inacceptable du territoire national. Alors je vous invite à placer un pouce bleu sous cette vidéo si vous l'avez appréciée, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote qui ne manquera pas de vous surprendre.